avec Jean-Pierre, donc on va faire un exercice de prospective. Il va mettre de nouveau des images, des chiffres et des mots sur non plus les menaces déjà existantes, mais ce qui se profile. La sécurité des systèmes d'information en France, c'est à peu près 6 000 morts par an. Et ça nous coûte, au bien public, 1 milliard d'euros. Le deuxième point, c'est que je considère que la sécurité des systèmes d'information, c'est la fille aînée des systèmes d'information de santé et que l'un ne va pas sans l'autre. Et dernier point, c'est que le changement, je le crois, interviendra du bas vers le haut et plus tellement du haut vers le bas. Et on a eu une question tout à l'heure qui montrait que l'État n'est pas un opérateur, mais un régulateur. Et l'État ne prend pas de risques. Il sanctionne, il régule, mais il ne prend pas de risques, et de moins en moins. Alors maintenant, pourquoi la sécurité, notamment dans le domaine de la santé? En gros, on est entré dans une cyberguerre, et les Américains ont décidé de prendre le lead sur les informations financières et sur l'information. Et là, les données de santé représentent, au dire de McKinsey, 300 milliards de dollars jusqu'à 2020. Alors, regardons les technologies. L'adoption moyenne jusqu'à une période récente, c'était 50 ans pour un changement technologique. Et on est passé à un modèle sur 10 à 15 ans. Et c'est une révolution qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, avec le PC et la mobilité. Et donc, on arrive à un problème d'adaptation aux technologies. Donc, en gros, pour faire une loi, il faut 5 ans. Et le problème, c'est-à-dire c'était une éternité, puisque 80% des technologies qui existent aujourd'hui n'existeront pas dans 3 ans. La dette des comptes sociaux en France est 233 milliards d'euros. Si on regarde les hôpitaux, c'est 28 milliards d'euros. Maintenant, regardons le sens de l'histoire en fonction de la santé. Donc, les stages critiques qui coûtent la peau des fesses, l'accès santé classique et tout ce qui est ambulatoire. Et le sens de l'histoire, c'est de passer de l'un à l'autre, avec tous les aménagements qui vont avec. Mais on va passer vers des solutions beaucoup plus légères, ambulatoires. Donc la notion de CHU est une notion, pour moi, qui est un peu caduque dans ses missions actuelles. On va la réduire à l'éducation, enfin la formation, la recherche et les plateformes technologiques de haut niveau. Donc on est dans une situation aujourd'hui où chaque établissement décide de ce qu'il veut, il les mettre à bord. C'est la loi. Et je vous fais la prédiction que d'ici 5 à 10 ans, ce ne sera plus le cas. On va aller sur des territoires mutualisés, opérés par une ARS, et vous aurez des systèmes mutualisés, en premier lieu local, et d'ici peu en cloud souverain, sur le territoire français. Le big data, qui va nous permettre de traiter de l'épidémiologie prédictive, annoncer les AVC, l'épidémiologie alertive, le cancer, ou les cancers, l'infarctus. Pareil pour la génomique, avec un grave danger d'eugénisme. On a parlé, par exemple, de séquenceurs ADN. En 2001, il fallait 8760 heures avec 1 milliard de dollars pour séquencer 5000 bases. Et aujourd'hui, on a annoncé le petit truc de Panasonic. Donc, c'est 1 heure, 100 dollars, et on a l'intégralité du génome. Après, vous avez des développements considérables comme le e-learning, la microchirurgie. Donc ça, vous avez le scalpel électronique. Et puis des petites choses rigolotes comme la magnétométrie optique atomique, qui est 100 fois plus précis qu'un IRM et 100 fois moins cher. Donc voilà l'avenir de l'imagerie. Voilà un mini lab qui coûte 5000 dollars et qui vous donne 50 tests en temps réel. L'annonce de la fin des prothèses cardiaques avec les cellules souches cardiaques. Et ça, une première mondiale en 2015. C'est en nanotechnologie. La mesure de la glycémie non invasive. Ça, c'est un truc qui n'est pas encore là, c'est en 2020. C'est un papier recouvert d'une couche de nanoparticules intelligentes connectées. Et ça, vous allez voir ça bientôt. Ce seront vos dossiers électroniques sur papier. Donc la chasuble est revêtue d'éléments de nanoparticules qui captent notamment les battements du cœur électriques. Et vous avez l'électrocardiogramme sur le patient. Ça coûte rien. 0. Tout est connecté. Les volumes sont faramineux, les connexions sont permanentes et les débits sont en explosion. Ça veut dire qu'on est fragile et dépendant. On n'a rien à faire de sécuriser un serveur. Ce qu'il faut sécuriser, c'est l'information. C'est pas de la sécurité informatique qu'on fait, c'est de la sécurité de l'information pour qu'elle serve au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne, pour soigner le bon patient.
Donc j'ai l'honneur d'animer un groupe de travail qui est un groupe de travail de 20 experts RSSI, DSI, ingénieurs système. Il était important donc pour nous de nous regrouper pour faciliter en fait l'accès des solutions à l'ensemble des acteurs de la santé, quelle que soit leur taille. Notre philosophie à Lille, c'est que la sécurité est en accompagnement, en offreur de solutions au déploiement des besoins des praticiens hospitaliers. La fonction SSI n'est pas une fonction de nom. C'est oui, sous quelles conditions, ou si on réalise cette action-là, quels sont les enjeux métiers et quels sont les risques résiduels que l'on accepte. On a pris soin, sur la phase 1 des marchés adressés, d'avoir un partenariat avec le ministère, avec l'ASIP Santé, pour que les marchés soient validés. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'on n'a pas un catalogue de marchés déstructuré. Ce que l'on a fait, c'est un schéma directeur de la sécurité des systèmes d'information des établissements adhérents. Un système de management de la sécurité des systèmes d'information. C'est quoi cet acronyme ? C'est pas quelque chose de difficile de mettre en œuvre, c'est du bon sens. Pour faire ceci, finalement, ce n'est pas le RSSI qui va pouvoir dire quel est l'impact, mais c'est bien le praticien hospitalier. Donc ça, c'est la mise en place d'un système de management, c'est comment on gouverne le panel de la sûreté de fonctionnement de façon collégiale avec les personnels de soins, mais aussi avec la direction générale à un moment donné pour arbitrer les éléments de moyens humains et financiers. Alors souvent, on a l'impression que la sécurité relève de la DSI. J'ai la chance au CHRU de Lille d'évoluer de façon transverse parce que finalement, quand on parle de la gestion des identités et des droits, c'est bien une problématique que l'on a avec la direction des ressources humaines, avec la direction des affaires médicales, travailler sur les axes organisationnels pour implémenter ensuite la solution technique qui va correspondre au mode de fonctionnement de l'établissement. On ne travaille pas seul. Il est illusoire de croire que l'on peut interdire sans expliquer les tenants et les aboutissants. Et notre volonté là-dessus, c'est de proposer des solutions simples en mode e-learning, parce que le soignant est d'abord dans l'optique de la T2A là pour travailler. Et lorsqu'il a un peu de temps, c'est quelques minutes, et des modules de sensibilisation de quelques minutes sont bien adaptés à ce besoin. La fonction RSSI, on doit être offreur de services. Et alors on va dire ces outils-là, c'est du plus, ça coûte cher, et ça c'est bien pour les gros CH. Je dirais oui et non. Parce que ce sont des outils aussi, par exemple, dans les tableaux de bord qui nous permettent d'avoir une gestion rigoureuse des licences. Alors, pour faire avancer un peu les choses, on s'est dit, bien écoutez, on est 63 adhérents, dont la PHP, dont les plus gros, et donc on est une part de marché significative. Et donc, à 63 adhérents, on a acheté ce qu'on appelle une API. L'intégration de ce module de signature qui devient finalement standard de 63 établissements, on l'achète une seule fois, et l'ensemble des adhérents UniHA ont cette intégration système d'information. Acheter de façon responsable, c'est se rendre indépendant des fournisseurs que l'on met en situation de monopole ou d'oligopole de façon temporaire, également en travaillant sur des unités d'œuvre en coût de possession globale, et non pas certainement pas en tout cas en acquisition de licence. Vous devez avoir une rationalisation du coût sécuritaire et maîtriser votre budget. C'est quelque chose de commun, collégial, 20 professionnels avec une forte implication et une compétence mutualisée. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous super experts, il n'y a pas de superman de la sécurité. Ce que l'on fait, c'est que l'on avance en concert et que finalement on s'échange les retours d'expérience, les connaissances du marché, et ça nous permet d'accélérer finalement notre maturité en matière de sécurité du système d'information. Et l'autre aspect important, et on a par exemple publié à 3 reprises certains documents, c'est l'équité d'accès entre petits et gros établissements. Alors peut-être avant de savoir, de pouvoir et de vouloir et de contrôler, il y a un maître mot qui explique cette première diapositive, qui est celle de comprendre. Jusqu'à présent, la compréhension de la complexité autour des systèmes d'information, et plus encore de la sécurité des 10 systèmes, était confisquée soit par quelques GEC directeurs égarés dont je suis, très très isolés, mais majoritairement par les managers des DSI. Nous sommes les témoins de profonds changements dans tous les établissements de toute taille. Il faut à l'évidence qu'il y a un repositionnement et une vision assez radicalement différente des DSI qui doivent être naturellement contributives de ces changements, et dans une approche, nous y reviendrons, plus d'apport de valeur que de coût. Donc disons que la sécurité, on l'a pris dès le départ, puisqu'on a construit un nouvel hôpital qui est ouvert en 2008.
Et dès le départ, il a fallu, ne serait-ce qu'avant de construire, commencer à étudier un petit peu ce qu'il fallait mettre en place au niveau des SI par rapport aux normes sismiques. Ensuite, des sécurités internes, mais ça, chaque DSI, je pense, l'a fait. Le circuit de médicaments, donc on en a parlé il y a quelques temps, il y a quelques minutes. Alors, comment nous, on l'a sécurisé ? On a sécurisé surtout l'information. Le médecin, lui, va venir faire sa prescription au chevet du patient ou sur le réseau Wi-Fi. Après, alors là, c'est la prescription nominative, complètement informatisée. Ensuite, on va transmettre ces informations à la pharmacie. Et à la pharmacie, on a un robot, on a un automate du médicament qui a 2 phases. Une phase de préparation des doses médicamenteuses et une phase de prescription où le robot, automatiquement, va aller chercher ces doses, les mettre autour d'un anneau plastique sur lequel sera indiqué sur une petite planchette plastique le nom, le prénom, le service et toute la prescription. La chose très importante qu'il faut signaler, c'est que cette sécurisation nous a apporté quand même un enseignement. C'est qu'aujourd'hui, en termes de risque iatrogénique, donc par rapport à la prescription nominative, on est passé de 8% au niveau des erreurs à 0,003%. Et au niveau de l'administration du médicament, on est passé en gros de 8%, 9% à 1% d'erreurs. Donc là, on voit l'avantage, disons, d'une part de la prescription nominative et d'autre part de ce système de distribution. La téléphonie chez nous, de manière très simple, ce sont les simples DECT, a pris une importance considérable en termes de sécurité sur plusieurs domaines. Premier domaine, l'appel malade. L'appel malade se fait, bien sûr, à partir de la petite tirette à côté du lit, mais d'une part va sonner dans la salle de soins, mais d'autre part sur un DECT. Un système de télémétrie, pareil, relié au système de DECT. Les alarmes GTC, donc tout ce qui est gestion technique centralisée, gestion technique de bâtiment, le système de gestion incendie, l'ouverture de porte qui est reliée à la téléphonie et aux interphones, la logistique, donc on a parlé tout à l'heure de pneumatique et transport automatisé lourd. Lorsque la tortue arrive dans un service, automatiquement ça va prévenir la personne qui est concernée. Le dernier transparent, disons, c'est concernant l'ouverture de l'extérieur, l'ouverture de l'hôpital vers l'extérieur, donc une communauté hospitalière de territoire importante, un certain nombre de réseaux, des réseaux professionnels, de type réseau Nord-Alpin des urgences, un réseau de traumato, je ne vais pas tous les citer, des réseaux médicaux avec lesquels nous communiquons par moyen, bien sûr, informatique. Et alors, le plus important pour nous aujourd'hui, système d'information de santé Rhône-Alpes, le dossier patient partagé, la connexion avec le DMP, le gros projet AVC, et puis ZEPRA. ZEPRA, c'est tout simplement zéro papier Rhône-Alpes. Donc là, on est en train de se lancer une dématérialisation quasi globale sur l'ensemble de la région. Et vous avez vu, François vient de le démontrer, on n'est déjà plus sur un fonctionnement hospitalier classique. On est vraiment sur une sorte de constellation qui, en fait, nous met déjà beaucoup dans le champ de ce qu'on appelle la médecine connectée. J'ajoute que concernant les jeunes médecins en apprentissage, je parle des internes, là aussi notre policier interne a été assez rude puisque nous avons décidé seulement depuis l'année dernière que tout l'aspect éducationnel et training concernant les applicatifs était juste obligatoire par rapport au risque pénal. On a une responsabilité plus collective du portage d'un risque qui est un risque permanent. Ça a été dit toute la journée. Oui, on va continuer d'avoir une multiplication d'incidents et de difficultés. C'est juste qu'on va y faire face. Je dirais simplement que sur le plan judiciaire, quand quelque part vous avez une perception par les usagers qui est juste réelle comme étant plutôt bonne, eh bien ça aide beaucoup lorsque des circonstances un petit peu difficiles pourraient en faire apparaître une exception. Enfin, sur la partie donc de la dépense, c'est vrai que le thème de performance aujourd'hui n'est pas un sujet et un mot tabou. On a pu considérer au contraire que dans notre hôpital, c'était plutôt un élément d'entraînement. Pour autant que la vision clinique soit complètement restaurée et complètement incorporée dans l'ensemble de la démarche. Ces éléments leviers sont aussi générateurs d'économies et donc de redistribution budgétaire, pour autant que les systèmes soient robustes, que les achats soient intelligents et pérennes. La transformation des systèmes d'information n'est plus du rôle de quelques élites éclairées et fort instruites. Il faut vraiment mettre en place des dispositifs apprenants et des dispositifs de formation beaucoup plus larges permettant aux acteurs de les approprier et de s'en investir comme à la maison. Hôpital numérique, c'est un programme de développement et de modernisation des systèmes d'information hospitaliers
qu'il est inscrit dans la stratégie nationale de santé. Il fait partie des 2 leviers principaux sur la partie numérique avec territoire de soins numériques. Hôpital numérique, c'est 5 domaines fonctionnels sur la partie présentation de résultats, le dossier patient informatisé interopérable, la partie prescription qui est essentielle, qui alimente le plan de soins, la gestion des ressources avec la partie agenda et bureautique, et enfin un sujet qui n'est pas le moins important, le pilotage médico-économique. Pour pouvoir déposer un dossier de candidature hôpital numérique, il vous faut répondre favorablement à l'atteinte de cibles sur 3 domaines de prérequis. Une première partie sur l'identité des mouvements, ce sont des référentiels essentiellement qui sont déjà souvent en place dans les établissements. Il s'agit de référentiels qui doivent être centralisés et uniques, qui relève de la bonne pratique. Le deuxième domaine de prérequis qui concerne la fiabilité et la disponibilité, alors qui est souvent un sujet d'inquiétude quand on est DSI ou RSI, puis toute la partie confidentialité, qui est absolument essentiel. Et d'ailleurs, si on peut faire le parallèle avec ce qui a été dit ce matin, on retrouve bien les 3 piliers qui font que la sécurité des systèmes d'information est importante, et on la retrouve bien au niveau de la santé à travers ce programme. Alors, quelques enjeux à vous présenter sur Hôpital numérique. Bien sûr, c'est l'utilisation des référentiels nationaux et l'utilisation des référentiels régionaux. C'est absolument essentiel qu'on arrive à déployer et à généraliser ces systèmes. Également, développer la culture de la sécurité au sein des équipes. Alors, vous n'avez pas attendu Hôpital numérique pour travailler sur la question de la sécurité des systèmes d'information. Il faut encore continuer à travailler, que cette matière se développe au sein des équipes des hôpitaux. Généraliser l'usage des bonnes pratiques. On l'a vu au cours de la journée, c'est un sujet essentiel, que les utilisateurs s'approprient les bons réflexes, les bons usages au niveau de la sécurité. En termes de perspective, on attend fortement cette politique générale de la sécurité des systèmes d'information qui sera le fondement de notre démarche à l'avenir. Bien sûr, développer les compétences des hôpitaux, et bien sûr en mutualisant une expertise régionale au GCSI Santé, et bien entendu, et ça paraît trivial mais c'est extrêmement important, en s'appuyant sur la volonté des directeurs d'hôpitaux. La sécurité des systèmes d'information, comme vous l'avez rappelé, doit sortir de la problématique uniquement des DSI, RSI et des DIM. Il faut également que ce sujet devienne un sujet de préoccupation stratégique à l'échelle des directions d'hôpital.